Vous écoutez Vision et Terrain Doc, une émission proposée par Impact Evolution, qui met en lumière les femmes et les hommes qui contribuent à la dynamique économique occitane. Par leur vision, leurs actions de terrain, ils inspirent leur écosystème. Comment embarquer, motiver, fidéliser ses équipes quand on passe de 200 à près de 100 collaborateurs, collaboratrices. Et pour en parler, nous accueillons dans notre podcast Didier Ozanne, cofondateur d'Adélis, expert du management et des finances publiques. Didier, toi, tu vois ce qui marche et surtout ce qui ne marche pas, en tout cas pendant ta carrière. Soyons clairs aujourd'hui, pourquoi les gens partent des entreprises ? Bon. Oui, en premier lieu, d'abord, merci de m'inviter et de me sortir de ma retraite, puisque je suis à la retraite depuis une semaine. Oh ouais. Et oui, ça s'applaudit et ça se fête. Donc je sors de la naphtaline pour partager quelques expériences de 40 ans de management, effectivement, à travers plusieurs entreprises. Donc je vais essayer de... Alors, j'ai travaillé un petit peu parce que j'ai pas perdu mes vieilles habitudes de prendre des petites notes. Pour parler de ce sujet quand même imposant, quoi, que tu m'infliges. C'est ce qu'on a pu constater dans ta carrière, donc ouais, alors, des choses à nous dire. J'ai été assez vicieux parce que je me suis demandé ce que je faisais là et je me suis dit, est-ce qu'une IA pourrait avantageusement me remplacer aujourd'hui ? Voilà. Donc j'ai pris le premier ami IA qui traînait et je lui ai posé tes questions parce qu'on a préparé un peu l'émission quand même. Et alors ouais, c'est un bon ami l'IA, donc on peut lui poser ce genre de questions et qui apporte des réponses assez sensées. Voilà, donc à la réponse à ta question, pourquoi les collaborateurs partent vraiment ? Alors, les réponses bateaux qui sortent, c'est qualité du management, alors avec ça, démerdez-vous. Manque de perspective, rémunération ou avantage insuffisant, perte de sens, charge de travail déséquilibrée. Bon, tout ça, c'est chouette. Tout le monde, on aurait pu sortir ça. Donc, c'est assez complet, mais ça manque cruellement d'âme, je trouve. En tout cas, dans mon vécu. À mon sens, et c'est des choses que j'ai expliquées il y a 2 ans à l'IBD 2024, j'espère qu'il n'y en avait pas qui étaient là. Donc j'avais expliqué assez longuement, et j'y reviendrai probablement un peu plus loin, que pour moi, il y avait 3 piliers fondamentaux au management de manière générale. C'était de partager une vision, de partager un projet et de partager des valeurs. Donc pour moi, c'est les 3 piliers indispensables à la réussite d'un collectif. Donc s'il y a un de ces piliers qui défaille, je pense qu'on est dans la réponse à ta question. Pour moi, il faut indispensablement avoir ces trois piliers pour construire des équipes de haute performance et qui sont capables de gagner. J'ai répondu à ta question, c'est bon ? L'IA est heureuse. Et nous aussi. Mais l'IA est un bon conseil. Je ne sais pas si vous l'utilisez au quotidien pour ce genre de questions de gestion de ressources humaines. Donc ça peut apporter quelques éclairages. Après, le vécu a de beaux jours devant lui, quoi. Tu as été malgré tout dans plusieurs entreprises. Oui. Est-ce que tu peux nous partager, selon toi, quand tu rentres dans une entreprise, quel est le premier signal qui montre qu'une équipe est embarquée ou pas ? Alors, l'IA vous dirait... manque d'initiative, voilà, baisse de l'initiative, le cynisme ou l'humour désengagé, des réunions silencieuses, vous connaissez ça, le manque de cohésion, les rumeurs et la résistance passive. Bon, ok. Bon, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est assez juste. Moi, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion, il y a assez longtemps, il y a 25 ans, je travaillais dans un grand groupe et qui avait une méchante vocation à racheter des boîtes à tour de bras. Donc moi j'étais responsable d'une activité après-vente au sein du groupe Berger-Legros et on a été amené à racheter une entreprise, en l'occurrence qui était dans le Gard, et de devoir fusionner avec cette activité, donc toutes les activités de cette entreprise avec tous les métiers de l'entreprise. Et donc pour ma part, j'ai eu pour mission d'aller étudier l'activité après-vente de cette boîte et puis éventuellement de fermer l'activité, comme ce que feront tous mes petits camarades. Donc le premier accueil qu'on reçoit dans ce type d'environnement, moi j'avais une vingtaine de personnes dont j'allais récupérer la responsabilité, et mon patron m'avait dit, t'as 6 mois pour en sortir quelque chose ou on ferme tout. De toute façon, voilà. Donc drôle de responsabilité. Et donc effectivement l'accueil que j'ai reçu a été absolument glacial auprès des gens avec qui j'étais amené à collaborer. Donc c'est
Voilà, donc je pense qu'il y a du savoir-vivre pour essayer de savoir si... Alors moi, ça a été une de mes premières missions de rentrer en immersion. J'avoue que le premier accueil que j'ai reçu était absolument glacial, avec tous les critères de démotivation, en disant, sauf qui peut, on va se faire bouffer, et puis il n'y a pas d'issue. Donc l'approche, moi, que j'ai eue, c'était de venir de manière assez paisible, à l'écoute, de manière à voir un petit peu comment les process fonctionnaient. Tout marchait plutôt très très mal. Donc de débarquer de manière un peu incitative en expliquant qu'il y a peut-être d'autres approches professionnelles à avoir, d'autres approches managériales, et qu'on pourrait essayer, à travers des entretiens individuels, à essayer de trouver des solutions pour peut-être sauver l'activité et sauver peut-être 20 emplois, puisque moi c'est ce qui me concernait. Et c'est là, c'est de l'écoute, beaucoup d'empathie. Et puis après, de la prise de décision, de se dire, est-ce que potentiellement on a quelque chose à tirer de ce type d'expérience ? Donc l'accueil était absolument glacial et on m'a pris pour un dingo. Et puis, mais j'ai cherché, j'ai fait tout un tas d'interviews avec tout un tas de gens. Et puis j'ai essayé de sortir un projet, une vision, un projet, des actions, et puis de travailler sur des valeurs communes qui pouvaient nous fédérer. Et au bout de, 2 mois, on avait redressé l'activité. J'avais pris des décisions assez fortes d'évacuer un certain nombre de collaborateurs qui étaient des nuisibles. Donc il faut avoir le courage de ça aussi, de dire il y a 2-3 personnes qui n'ont plus rien à faire dans le projet, il faut avoir le courage de les sortir. Et c'est presque un soulagement pour tout le monde, moi en tant que manager, ou les gens qui restent. Et puis après, de redonner de l'espoir, de former les gens. Et au bout de 2 mois, je réembauchais du personnel sur le site. Et 1 an après, on confiait le nouveau produit, la nouvelle gamme de produits qui sortait. Je confiais l'assistance à cette activité qui était lointaine. Et voilà, toutes les autres branches d'activité ayant fermé. Et moi, j'avais tenu à voir si on pouvait faire quelque chose avec les gens. Donc, d'une situation très critique, de retourner, c'est une satisfaction managériale assez forte. Mais bon, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'envie, de l'empathie. Voilà. Je ne sais pas si j'étais un peu long, mais c'est une expérience in vivo de management. C'est un cas concret. Très concret, ouais. De personnel complètement démotivé qu'on arrive à remettre dans les rails une fois qu'on a pris des décisions courageuses. Quand on passe, pour revenir un petit peu là maintenant sur la success story d'Adélis, 2 collaborateurs à près de 100, à quel moment au niveau management tu sens que les choses, ça peut décrocher ? Alors moi je ne l'ai pas vécu tout à fait comme ça. Alors certes il y a des paliers de croissance. D'ailleurs l'IA te donne des paliers de 2 à 8, de 8 à 15, de 15 à 30, te file tous les paliers. Alors je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas comment c'est calculé. C'est très très précis. Bon, dans la vraie vie, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que nous on est parti de 4 et quand j'ai quitté l'entreprise la semaine dernière, on était 82. Donc c'est une belle histoire. Toujours, je retombe sur mes fameux piliers. La vision, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la stratégie du groupe, de l'entreprise, même à 4, c'était le même sujet, de se dire vers où on va, et puis quel projet on met en route, qu'est-ce qu'on met en œuvre, c'est quoi les missions des uns et des autres, et puis comment on a envie de bosser ensemble, les fameuses valeurs. Donc à partir du moment où ces conditions sont réunies, tout le reste, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'agilité, beaucoup d'écoute, et ça vibre, ça tremble, ça secoue, souvent. Parce qu'en gros, on a connu, nous, pendant une quinzaine d'années, des moyennes de 20 à 25% de croissance tous les ans, donc c'est absolument impressionnant. On doublait tous les 4 ans, mais on ne l'a pas vécu comme ça. Donc il y a les socles de valeurs managériales, il y a le fait de staffer aussi, qui est une question importante, donc là aussi, mais on retombe sur les piliers, de savoir à quel moment il convient d'aller trouver un management intermédiaire, de s'appuyer sur des savoir-être. Voilà, ça c'est les vrais enjeux en tout cas, mais je ne l'ai pas vécu comme des secousses et des paliers tels que me l'a expliqué mon ami IA. Il y a aussi beaucoup de partage, parce que je crois que vous aviez mis en place avec tes associés des moments pendant l'année où vous partagez finalement les objectifs, les méthodologies, etc. Ouais. Et ça peut-être fait aussi la différence. Oui, alors
quelle que soit la taille, c'est ce que j'ai expliqué il y a 2 ans, c'est pas un problème de dimension. On va dire, ouais, ça existe que dans des entreprises à taille déjà critique. C'est pas le cas. On peut démarrer, même avec des petites équipes, de réfléchir ensemble sur la vision, le réajustement, le projet. Et quand on grossit, il faut démultiplier ça. Donc, il faut des moments de partage pour tous les ans. Nous, c'est ce qu'on faisait tous les ans avec l'ensemble du personnel, pendant des séminaires qui duraient 2-3 jours, de recaler la vision, de dire où on en est, qu'est-ce qu'on a fait et où on va dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, et recaler tout le temps la vision à 5 ans. Tout le temps. Et le rappeler, voire rabâcher, que dire, ben voilà, en gros, on a été là. Bon, la tactique dans les prochaines années, on va peut-être faire ça l'an prochain et puis pendant 2 ans. Mais ceci dit, l'objectif qu'on s'est donné, nous, c'était simple. On voulait être leader du marché de l'expertise financière pour le secteur public dans des sujets très particuliers. C'était la vision et on n'en a jamais démordu. Et ça s'est avéré. Mais c'est bon d'avoir ce cap fixé. Après, tout le reste, il y a les aléas économiques, les aléas commerciaux et tout ce qu'on veut. Mais de focaliser, en tout cas au moins une fois par an, de rappeler pourquoi on se lève tous les matins, dans quel projet on contribue, c'est à mon sens fondamental. Voilà. C'est quoi l'illusion numéro 1 sur la motivation des équipes selon toi? Là, je vais faire plus court. Le Yaka Faucon, bon voilà, ça marche pas. Et on retombe sur les fameux 3 piliers, hein, je vous la refais pas. Mais le Yaka Faucon est juste sur l'aura du dirigeant, c'est un peu court. Aux premières difficultés, en général, on se prend les pieds dans le tapis et ça peut rapidement se retourner. Donc le Yaka Faucon, moi je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça marche. Donc il faut démontrer, expliquer, exemplaire, je sais pas, personne n'est exemplaire, mais en tout cas être cohérent, clair dans ce qu'on veut faire, clair dans ce qu'on attend des collaborateurs, des équipes. Donc ça, sans vision, c'est très compliqué. Enfin, personnellement, j'ai jamais su faire. Même avec des équipes où on était 3, 4, 5, on fixe un cap. Ça, c'est le job du manager. Il peut être très nul techniquement dans le métier de son équipe. Ça, c'est pas un problème. Par contre, si il a du savoir-être, il est à l'écoute des valeurs managériales, et puis il fixe le cap. Et tout le temps, il fixe le cap. Et surtout, quand il y a des moments difficiles ou des tempêtes, on compte sur le manager pour garder la barre. Hein. Voilà. Quelles que soient les conditions. Et 40 ans des conditions difficiles, j'en ai connu quelques-unes. Et là, il ne faut pas trembler. Même si au fond de soi, on doute, mais il ne faut jamais donner l'impression qu'on doute. Donc, sans douter forcément, selon toi, qu'est-ce que tu as appris ce management? Est-ce qu'un manager est plutôt fait de la performance, on va dire, est un performeur commercial, ou plutôt un facilitateur humain? Peut-être les deux. C'est quoi ça? Alors j'ai interrogé l'AI qui était complètement à la rue. Ben oui, les deux. Ouais, je dirais un petit peu la même chose aussi. Bon, enfin, fixer les caps, tout ça, fixer la vision, structurer, prioriser, fixer les objectifs, tout ça. Moi, il y a un truc qui m'a toujours trotté dans le coin de la tête, toujours. Moi, mon job de manager, j'ai toujours estimé que c'était de mettre en condition de réussir mes collaborateurs. Ça, c'était ma priorité absolue. C'était pas ma gueule, pas mon ego. C'était de faire de telle sorte que mes collaborateurs que j'avais à peu près choisis, ou des fois subis, hein, des fois on n'a pas le choix, soient en situation de réussir. Et donc de s'effacer derrière le projet collectif, ça me semble essentiel. Un manager, son job, c'est ça. Mettre ses collaborateurs en situation de réussir. Et du coup, qu'est-ce qui change? Parce que on a préparé, tu revenais en arrière, etc. Mais qu'est-ce qui change vraiment dans le management pour pouvoir fidéliser une équipe? Parce que c'est 40 ans, t'auras appris énormément. C'est gentil de le rappeler. Je te remercie. Des choses. Mais là, c'est ton anniversaire. Non, c'est à cœur. Dans le podcast Vision et Terrain Doc, c'est de mettre en lumière aussi des parcours. On était destinés. D'autodidacte. On était destinés, c'est ça, à quelque chose. Et finalement, on finit dans une autre fonction. Et ces 40 ans, parce que c'est vrai que tu parles toujours d'humain, et c'est que cette hypercroissance aussi de la société d'Adélis, forcément la fidélisation. Aujourd'hui, plusieurs années après, est-ce que ça a été un marqueur très très prégnant dans ton management ou Oui, alors j'ai pas managé tout seul, hein, donc c'est une équipe de managers. Après la fidélisation, je ne vais pas reprendre mes propos initiaux, hein, mais donc il y a tout un tas de leviers que vous connaissez. Mais bon, les 3 piliers, ça c'est... Hein,
incontournable. Après, il y a des outils aussi qu'on peut utiliser. C'est ce que j'avais expliqué il y a 2 ans. J'avais ouvert ma boîte à outils d'un certain nombre d'éléments qui étaient importants dans l'entretien, les entretiens qu'on peut avoir avec les collaborateurs, relever leurs attentes. Alors, il y a des outils, il y a des boîtes à outils pour ça, pour connaître les leviers de motivation de ces collaborateurs. J'en avais parlé, ou j'en parlerai un petit peu à l'apéro tout à l'heure. Donc, il y a des outils qui permettent de connaître les leviers de motivation de ces collaborateurs. Certains, ça peut être la rémunération, d'autres le pouvoir, d'autres le travail en équipe. Et il y a des outils qui permettent de connaître ça, qu'il faut mener. Hein, c'est lors d'entretiens oraux qu'on peut avoir avec les collaborateurs et savoir à quoi ils marchent, comment ils se motivent. Et donc, le métier de manager, c'est de s'adapter aux situations, c'est de s'adapter à ses collaborateurs, parce qu'il y a plusieurs types de management. C'est assez compliqué, c'est un vrai boulot d'être manager. La gestion de crise, c'est un vrai sujet, c'est une autre forme de management, c'est du management directif sans trembler, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, etc. Il y a de l'incitatif, du collaboratif, du participatif. Et donc tout ça, ça s'adapte aux situations des projets d'un collectif et aussi à la personnalité de chaque collaborateur. Avec ça, on est bien à la mouise, parce que c'est un vrai métier qui est quand même assez compliqué. Ça se résout pas dans un simple podcast. Non, c'est pas des recettes de cuisine non plus. Il faut aimer les gens, faut aimer les écouter. Et souvent, dans les organisations, quand il y a des difficultés, il faut savoir écouter les gens, parce que souvent, les collaborateurs ont les réponses. Il suffit de les écouter. D'avoir envie de les écouter, de faire le tri et de choisir et de décider en connaissance de cause. Mais quand on n'est pas forcément un expert d'équipe comme manager, les solutions, elles existent. Il suffit d'écouter, de tendre l'oreille et de prendre les décisions. Voilà. J'espère que les auditeurs du podcast Vision et Terrain Doc vont t'écouter, mais forcément, ta vision, ta passion du management et ces 40 ans finalement d'entrepreneur. Donc merci Didier d'avoir joué le jeu du podcast aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci.